Pendant 24 ans, elle a réduit les avocats au silence et détruit des vies, jusqu'à ce qu'un homme retourne la situation et la fasse arrêter dans sa propre salle d'audience. L'atmosphère à l'intérieur du palais de justice du comté de Livingston, en Louisiane, était pesante, non à cause de l'humidité extérieure, mais à cause de quelque chose de plus lourd. Une vérité indicible s'était installée dans les murs depuis des décennies. Quiconque franchissait ces lourdes portes en chêne savait comment les choses se passaient dans la salle d'audience de la juge Martha Crenshaw. Elle était le genre de juge qui levait rarement les yeux au-dessus de ses lunettes de lecture, ses regards acérés transperçant les avocats comme s'ils n'étaient que des irritations. Elle parlait d'un ton mesuré, sans jamais hausser la voix, mais son autorité écrasait quiconque osait s'opposer. Chers amis, prenez un moment pour partager vos impressions dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Crenshaw siégeait depuis 24 ans. Suffisamment longtemps pour laisser un héritage. Pas du genre gravé sur des plaques ou célébré dans les facultés de droit, mais du genre chuchoté dans les couloirs, évoqué à voix basse lors des réunions du barreau. Les avocats, surtout les avocats noirs, savaient parfaitement à quoi ils s'exposaient quand leur affaire atterrissait dans sa salle d'audience. Les décisions semblaient toujours pencher dans une seule direction. Les objections qu'elle soutenait ou rejetait suivaient un schéma que personne ne pouvait prouver, mais que tout le monde comprenait. Aujourd'hui, ce schéma allait être mis à l'épreuve. Jamal Walker entra dans la salle d'audience, ses chaussures bien cirées résonnant sur le sol en marbre. Il était déjà venu ici, mais aujourd'hui était différent. Il n'était pas juste un autre avocat de la défense se tenant devant la juge Crenshaw. Il n'était pas qu'un simple nom sur le rôle des affaires. Aujourd'hui, il avait quelque chose qu'elle n'avait pas vu venir. Jamal avait 48 ans, un homme qui avait bâti sa carrière sur des affaires que personne ne voulait. Sa réputation dépassait de loin les frontières de la Louisiane, et sa capacité à démanteler les arguments de l'accusation faisait de lui une cible pour des juges comme Crenshaw. Mais cela ne l'avait jamais arrêté. Ce qui l'arrêta, juste un instant, fut le regard qu'elle lui lança lorsqu'il se dirigea vers la table de la défense. Elle le détestait déjà, pas à cause de l'affaire, ni à cause de quoi que ce soit qu'il ait pu dire, mais parce qu'il était lui-même. Jamal sentit le poids du moment peser sur ses épaules. Il ne s'agissait pas seulement de son client. Andrew Harper, un homme faussement accusé de vol à main armée. Ce n'était pas seulement une question de prouver l'innocence. C'était quelque chose de beaucoup plus grand, et il ne quitterait pas cette salle d'audience sans l'avoir rendu clair. « Monsieur Walker, » dit la juge Crenshaw, à peine en le regardant alors qu'elle parcourait les papiers devant elle, « vous êtes déjà sur un terrain glissant dans ma salle d'audience. Ne me faites pas perdre mon temps aujourd'hui. » Il n'y avait aucune raison pour qu'elle dise cela, il n'avait même pas encore commencé. Jamal resserra sa prise sur sa mallette, mais garda son expression impassible. « Je vais essayer de ne pas le faire, votre honneur, » dit-il. La juge Crenshaw eut un sourire en coin. « Bien, parce que mon rôle est chargé, et je n'ai pas besoin de théâtre. » Elle se tourna vers l'accusation, un jeune avocat général trop sûr de lui nommer Kevin Bellamy, fraîchement sorti de la faculté de droit et désireux d'impressionner les mauvaises personnes. « L'État est prêt, votre honneur, » déclara Bellamy, jetant un regard suffisant en direction de Jamal. Bien sûr qu'ils étaient prêts. Ils l'étaient toujours quand l'affaire était dirigée contre un homme noir. Le client de Jamal était assis à côté de lui, les mains croisées, les épaules voûtées, dans une posture appartenant à quelqu'un qui avait trop longtemps été pris dans le système. Il en avait trop vu, trop entendu, trop perdu. Jamal se pencha légèrement. « Nous sommes également prêts, » dit-il, assez fort pour que toute la salle d'audience entende. La juge Crenshaw expira par le nez. « Dépêchons-nous. » Le procès commença, mais ce n'était pas un vrai procès. C'était un spectacle, et la juge Crenshaw en était la vedette. Chaque objection soulevée par Jamal était rejetée sans presque aucune réflexion. Chaque fois que Bellamy s'embrouillait dans un argument juridique, elle le guidait comme une institutrice corrigeant son élève préféré. Le jury l'a remarqué. Le public l'a remarqué. Mais personne n'avait le courage de dire quoi que ce soit,
sauf Jamal. Il l'étudiait, la manière dont ses lèvres se recourbaient lorsqu'il parlait, la façon dont elle dissimulait à peine son mépris. Ce n'était pas seulement de la partialité, c'était pire que ça, quelque chose qu'il avait passé des années à anticiper. Mais la salle d'audience ne le savait pas encore. Jamal avait déjà été dans des salles d'audience hostiles, mais cette fois, c'était différent. La juge Crenshaw ne cherchait même pas à cacher son attitude. Chaque fois qu'il prenait la parole, elle le coupait. Chaque fois qu'il avançait un argument valide, elle le balayait d'un revers de main comme si ce n'était qu'une mouche près de son oreille. La salle d'audience avait son propre rythme. Les avocats parlaient, les juges statuaient, le jury écoutait. Mais ici, Crenshaw avait décidé du verdict avant même que le procès ne commence. Jamal perçut le malaise des jurés dans leur manière de se tortiller sur leur siège. Même certains des jurés blancs, qui auraient pu arriver avec leurs propres idées préconçues, ne pouvaient pas ignorer ce qui se passait. Mais la juge Crenshaw ne se souciait pas. Elle redoublait d'efforts, ses paroles devenant plus tranchantes chaque fois qu'elle s'adressait à lui. « Monsieur Walker, vous mettez ma patience à l'épreuve. Monsieur Walker, si vous soulevez une objection infondée de plus, je vais vous tenir pour outrage. Monsieur Walker, ceci n'est pas un amphithéâtre. Si vous voulez faire votre show, faites-le ailleurs. » Jamal gardait une expression calme, mais à l'intérieur, son sang bouillait. Ce n'était pas à cause de ses insultes. Il pouvait gérer cela. Mais parce qu'elle en faisait une affaire personnelle. Et c'était une erreur. Pourtant, il avait besoin qu'elle continue à parler, qu'elle continue à se dévoiler. « Votre honneur, dit-il d'une voix mesurée, l'accusation vient d'introduire des preuves qui n'ont pas été divulguées dans la procédure de découverte. Cela constitue une violation claire de l'affaire Brady contre Maryland. Je demande un procès nul immédiat. » La juge Crenshaw s'appuya contre son fauteuil, ajustant ses lunettes avec un ennui exagéré. Rejeté. Jamal cligna des yeux, non pas par surprise, mais par stratégie. Il laissa un instant de silence s'installer avant de parler à nouveau. Pour être clair, votre honneur, vous refusez de reconnaître une violation de Brady. Les lèvres de Crenshaw se pincèrent. J'ai dit rejeter, Monsieur Walker. Il pouvait sentir la salle d'audience changer, le journaliste écrivant plus vite. Les murmures du public devenant plus forts. Elle le remarqua aussi, ses yeux s'assombrissant. Et pour la première fois, elle le regarda directement. « Vous êtes dangereusement près d'être tenu pour outrage, Monsieur Walker. » Jamal inclina légèrement la tête. « Pourquoi, votre honneur ? » Pour avoir demandé à la cour de respecter la loi. La juge Crenshaw frappa si violemment avec son marteau que le bruit résonna contre le plafond haut. « C'est suffisant, » s'écria-t-elle. « Encore un mot, et je vous fais expulser. » La pièce était morte silencieuse. Jamal pouvait entendre son propre cœur battre, mais il n'était pas nerveux. C'était exactement ce dont il avait besoin. Son client, Andrew Harper, serra les poings sous la table. « Mec, ne la laisse pas faire ça, » murmura-t-il, à peine audible. Jamal ne détourna même pas le regard. « Je n'ai rien d'autre à ajouter, votre honneur, » dit-il calmement en prenant place. La juge Crenshaw ricana, comme si elle avait gagné. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'était que la partie venait à peine de commencer et qu'elle venait de tomber dans son piège. Jamal resta immobile, son expression impassible. Il savait quand pousser et quand reculer, juste assez pour laisser quelqu'un se détruire lui-même. Et la juge Crenshaw le faisait parfaitement. Les jurés échangèrent des regards, certains regardant le public où des journalistes griffonnaient frénétiquement dans leurs carnets. Tout le monde pouvait maintenant sentir le changement, le malaise, l'exposition brutale d'une juge qui s'était trop habituée à son propre pouvoir. Mais Crenshaw ne reculait pas. Elle se redressa dans son fauteuil, sa voix glaciale. « Monsieur Bellamy, poursuivez avec vos questions. » Kevin Bellamy se racla la gorge, visiblement ébranlé. Il était jeune, mais pas idiot.
Lui aussi voyait ce qui se passait. Oui, votre honneur. Il se tourna vers la barre des témoins où un commis de magasin aux yeux hésitants se tenait. Monsieur Thomas, pouvez-vous confirmer que l'accusé, Andrew Harper, était bien l'homme que vous avez vu sur les lieux du vol? Le vieil homme hésita. Jamal se pencha légèrement en avant, observant. Il avait déjà vu ce genre d'hésitation, celui qui signifiait que quelqu'un n'était pas aussi sûr qu'il avait été coaché à l'être. La juge Crenshaw n'était pas intéressée par l'hésitation. Répondez à la question, insista-t-elle. 9h20 le témoin sursauta. Je pense que oui, répondit-il finalement. Jamal se leva immédiatement. Objection, votre honneur. Ce n'est pas une déclaration définitive. Crenshaw n'hésita même pas. Rejeté. Jamal expira lentement, secouant légèrement la tête, juste assez pour que le jury le remarque. Il laissa Bellamy bafouiller quelques questions supplémentaires avant de se lever pour le contre-interrogatoire. Jamal s'approcha de la barre des témoins, la voix calme et posée. Monsieur Thomas, vous avez dit que vous pensiez avoir vu mon client cette nuit-là. À quel point en êtes-vous sûr? Le témoin humecta ses lèvres, l'air mal à l'aise. Je veux dire, je pensais que c'était lui, mais... Mais vous n'en êtes pas certain, n'est-ce pas? Langford intervint avant même que le témoin ne puisse répondre. Passez à autre chose, monsieur Walker. Jamal tourna la tête lentement, rencontrant le regard de la juge. J'aimerais que le témoin réponde, votre honneur. J'ai dit, passez à autre chose, répéta Langford d'un ton tranchant. Jamal ne cligna pas des yeux. Pour le compte-rendu, votre honneur, vous empêchez le témoin de clarifier sa propre déclaration. Le visage de Langford se contracta. Je vous avertis, monsieur Walker. Jamal esquissa un léger sourire. Je comprends, votre honneur. Il se retourna vers le témoin. Je n'ai plus de questions. Puis il marcha lentement, avec une grande maîtrise, jusqu'à la table de la défense. Il pouvait sentir à nouveau la tension dans la salle, comme une corde tirée à son maximum. Langford savait qu'elle avait perdu le contrôle de la salle, et Jamal savait que c'était le moment opportun. Il n'était pas là simplement pour gagner cette affaire. Il était là pour la faire tomber. De ses doigts, il effleura les documents dans sa mallette, des preuves accumulées depuis des années. C'était une stratégie patiente, méthodique. Il avait attendu ce moment, et maintenant il y était. Le point culminant. Alors que Jamal s'assied, la tension dans la salle est palpable. Langford redresse ses lunettes et dévisage le jeune procureur. Monsieur Bellamy, continuez votre interrogatoire. Bellamy se racle la gorge, tentant de reprendre ses marques. Monsieur Thomas, vous avez dit penser que l'accusé était présent. Pouvez-vous confirmer s'il portait ou non un chapeau ce soir-là? Le témoin hésite à nouveau, jetant un coup d'œil furtif vers Jamal. Je crois que oui, mais je ne suis pas sûr. Avant que Jamal ne puisse soulever une nouvelle objection, Langford intervient d'un ton tranchant. Continuez, monsieur Bellamy. Ce dernier semble soulagé d'avoir l'approbation tacite de la juge. Il s'empresse de poser d'autres questions, mais à chaque hésitation du témoin, à chaque réponse floue, la tension dans la salle ne fait qu'augmenter. Langford est manifestement agacé, et Jamal, imperturbable, observe attentivement, prenant mentalement note de chaque moment où le doute transparaît. Langford finit par lever la main. Cela suffit. Monsieur Walker, vous pouvez interroger à nouveau le témoin si vous le souhaitez, mais soyez bref. Jamal se lève lentement, tenant quelques notes qu'il ne consulte même pas. Monsieur Thomas, pour être tout à fait clair, êtes-vous certain de ce que vous affirmez? Le témoin déglutit, incapable de dissimuler son malaise. Je ne peux pas être sûr à 100%, non. Jamal se tourne alors vers le jury. Merci. Pas d'autres questions. Langford, visiblement frustré, serre la mâchoire.
Bien, passons au témoin suivant. Mais ce court moment a suffi pour planter le doute dans l'esprit du jury, et Jamal sait qu'il a marqué un point crucial. Le prochain témoin est appelé, mais la salle d'audience n'a pas retrouvé son calme. Les murmures discrets du public et les regards échangés entre les jurés montrent que la tension est montée d'un cran. Jamal, toujours aussi imperturbable, croise les bras et observe chaque mouvement, chaque mot. Langford, en revanche, semble de plus en plus agacée. Elle interrompt le jeune avocat de la défense à plusieurs reprises, rejetant ses objections sans la moindre considération. « Monsieur Walker, cela devient lassant. Passez à autre chose, je vous l'ordonne. » Jamal incline légèrement la tête, un sourire discret au coin des lèvres. Il sait qu'elle est sur la défensive. Mais il garde son calme, répondant avec politesse. « Bien sûr, votre honneur. » Puis il se tourne vers le jury, laissant son silence parler pour lui. La juge Cranshaw continue de trancher en faveur du procureur, de manière si flagrante que même les spectateurs dans la galerie se figent, sidérés par la partialité évidente. Les murmures deviennent plus forts, et certains membres du jury se mettent à échanger des regards inconfortables. Le jeune procureur, lui, commence à paraître nerveux. Sa confiance initiale se fissure sous la pression croissante dans la salle. Jamal prend une profonde inspiration et choisit ce moment pour rappeler une motion qu'il avait introduite avant le début du procès. « Votre honneur, je voudrais renouveler ma demande pour examiner la chaîne de preuves concernant les objets retrouvés sur les lieux. » Langford fronce les sourcils. Cette motion a été rejetée, monsieur Walker. Jamal, calme et posé, réplique. « Je comprends, votre honneur, mais de nouvelles informations permettent de remettre en question. » Elle l'interrompt brusquement. Motion refusée. Et je ne veux plus entendre parler de cela. Passez à votre prochain point, immédiatement. La tension atteint son apogée. Langford n'essaie même plus de dissimuler son mépris. Mais ce mépris est devenu si flagrant que l'effet escompté s'inverse. Le jury, la galerie, les journalistes, tout le monde le remarque. Et Jamal le sait. À cet instant, il voit que son calme et sa persévérance ont commencé à faire pencher la balance. Mais il reste prudent. Il sait qu'il doit attendre le moment parfait pour frapper, pour dévoiler son jeu final. Ce moment approche, et il est prêt. Le témoin suivant est appelé, mais l'atmosphère a changé. On sent une nervosité latente chez le jeune procureur, et même la juge Cranshaw ne semble plus aussi sûre d'elle. Les murmures de la galerie s'amplifient légèrement, et les jurés échangent des regards de plus en plus fréquents. Jamal reste imperturbable, notant chaque hésitation, chaque contradiction. Il sait que le moment décisif approche. « Monsieur Walker, avez-vous une question pour le témoin ?» demande Langford, sa voix plus sèche que jamais. Jamal se lève lentement, son regard fixé sur le témoin. « Une seule question, votre honneur. » Il laisse un silence s'installer avant de poser une question simple mais incisive qui met le témoin dans l'embarras. La salle retient son souffle alors que la vérité commence à éclater, morceau par morceau. Alors que le contre-interrogatoire se poursuit, Langford s'agite dans son siège. Elle tente à plusieurs reprises de couper Jamal, mais il reste dans les limites du cadre légal, se contentant de rappeler calmement ses droits. À mesure que le procès progresse, le climat change. Ce n'est plus une salle d'audience sous le contrôle absolu de Langford. C'est une arène où sa crédibilité est mise à rude épreuve. Jamal sait qu'il tient une victoire symbolique, même si l'issue du procès reste incertaine. Il continue de démonter méthodiquement les arguments de l'accusation, tout en laissant la partialité de Langford s'exposer d'elle-même. Lors d'une pause, Jamal se penche vers son client. « Vous voyez, Andrew, c'est comme ça qu'on fait. On ne leur donne pas une seule raison de nous faire taire. » Andrew hoche la tête, l'espoir renaissant doucement dans ses yeux. Alors que la séance reprend, Jamal reprend sa place, bien décidé à terminer ce qu'il a commencé. Dans la salle d'audience, une tension lourde continue de peser, mais elle ne joue plus à l'avantage de Langford. Les murmures de la galerie se transforment en discussions à voix basse, les journalistes prennent des notes frénétiques, et même certains jurés semblent plus attentifs que jamais. Langford essaie de garder la mainmise, mais sa voix trahit une légère nervosité. Pour la première fois, on dirait qu'elle comprend que son pouvoir n'est pas inébranlable. Jamal reste impassible, avançant patiemment ses arguments et répondant calmement à chaque tentative de provocation. La fin du procès approche,
Mais ce qui compte désormais n'est pas seulement le verdict. C'est la façon dont Langford sera perçu, comment ces années de règne partial seront enfin remises en question. Et Jamal le sait. Quand il s'assied après son dernier contre-interrogatoire, la salle entière semble retenir son souffle. Langford s'éclaircit la gorge, cherchant ses mots, mais pour la première fois, sa voix manque de conviction. Ce n'est pas juste un procès, pense Jamal. C'est un tournant. Et il est prêt à l'affronter jusqu'au bout. Alors que le procès approche de sa conclusion, les regards du jury ne cessent de passer de la juge Langford à Jamal. Quelque chose a changé dans la dynamique de la salle d'audience. Langford, qui commandait autrefois chaque mot et chaque geste entre ses murs, semble maintenant lutter pour maintenir son autorité. Son ton est plus tranchant, mais ses mots perdent leur poids. Jamal, quant à lui, reste calme et méthodique. Il n'a pas besoin de parler fort ni d'être dramatique. Ses questions sont claires, ses arguments précis. Chaque fois qu'il fait un point, il laisse le silence s'installer, permettant aux jurés de réfléchir à ce qu'ils viennent d'entendre. Et ce silence parle bien plus que les interruptions brusques de Langford. Le procureur Kevin Bellamy essaie désespérément de reprendre le contrôle, mais il ne parvient pas à effacer les doutes qui ont été semés. Sa voix tremble légèrement lorsqu'il interroge ses propres témoins. Même son langage corporel trahit une nervosité croissante. De temps en temps, il jette un coup d'œil à Langford, cherchant une validation ou une direction, mais Langford reste raide et distante. Jamal se lève pour sa plaidoirie finale. Il ne lève pas la voix. Il parle avec une assurance tranquille, s'adressant directement aux jurés, aux journalistes, et même à la galerie. Il met en lumière les incohérences, les doutes et, surtout, le schéma évident de partialité dans les décisions de la juge Langford. Il ne l'attaque pas directement. Il n'en a pas besoin. Ses faits et son calme parlent pour lui. Le jury échange des regards furtifs. Même certains membres du public commencent à murmurer entre eux. La tension est palpable, mais cette fois, elle ne joue plus en faveur de la juge. Jamal sait que peu importe le verdict, il a déjà planté une graine. Les journalistes écrivent frénétiquement, capturant chaque mot, chaque regard, chaque silence. Quand Jamal se rassied, un calme étrange s'installe dans la salle. Langford tente de reprendre la main. Sa voix est plus forte, ses gestes plus brusques. Mais cela ressemble plus à une tentative désespérée qu'à une véritable démonstration d'autorité. Les jurés l'écoutent sans grand enthousiasme. Les regards reviennent sans cesse vers Jamal, vers ses arguments clairs et posés. Le procès se termine. Les jurés se retirent pour délibérer, mais quelque chose dans l'air a changé. Ce n'est pas seulement un homme accusé de vol qui a été défendu, c'est tout un système de justice biaisé qui a été mis à nu. Jamal observe la salle se vider lentement. Les journalistes sont déjà au téléphone, transmettant ce qu'ils ont vu et entendu. Et, pour la première fois depuis le début, Langford semble hésiter. Alors que Jamal rassemble ses affaires, son client Andrew Harper lui murmure « Merci. Peu importe ce qui se passe après, merci d'avoir dit ce que personne d'autre n'osait dire. » Jamal incline la tête, un léger sourire sur les lèvres. « Ce n'est pas encore fini, Andrew. Pas encore. » Et même si le verdict n'est pas encore tombé, une chose est claire, ce procès a été plus qu'une affaire ordinaire. C'était une confrontation entre le pouvoir abusif et la vérité inébranlable, et cette confrontation résonnera longtemps dans les murs du tribunal. Les heures passent, mais la tension dans le tribunal ne faiblit pas. La galerie est presque déserte, seuls quelques journalistes et membres du personnel traînant encore, leurs yeux fixés sur les lourdes portes derrière lesquelles le jury délibère. Langford est toujours là, immobile derrière son banc, son visage de marbre dissimulant mal son agitation intérieure. Jamal, de son côté, s'est installé dans un coin de la salle. Les bras croisés, il semble détendu, mais son esprit est en ébullition. Il sait que le verdict marquera un tournant, que son travail patient et méticuleux sera jugé non seulement par ce jury, mais par toute la communauté juridique. La porte du jury s'ouvre enfin, et le silence se fait total. Le président du jury, un homme d'âge moyen au visage grave, entre avec les autres jurés. Il s'installe, et tous les regards se tournent vers eux. Jamal se lève, ajustant son costume avec calme. Il jette un dernier regard vers Andrew Harper, qui, bien que nerveux, semble légèrement plus confiant qu'au début du procès. Langford prend une inspiration profonde. Sa voix est forte,
Mais son ton manque de sa fermeté habituelle. Membre du jury, avez-vous atteint un verdict? Oui, votre honneur. Le président du jury remet une feuille au greffier, qui la transmet à Langford. Pendant un instant, le temps semble suspendu. Langford lit le papier, son visage impassible. Puis elle relève la tête. Le jury déclare l'accusé, Andrew Harper, non coupable. La salle reste figée pendant un moment, comme si personne ne croyait ce qu'il venait d'entendre. Puis, lentement, une vague d'émotion traverse les quelques personnes présentes. Andrew Harper couvre son visage de ses mains, les épaules secouées par des sanglots silencieux. Jamal, toujours debout, reste calme, mais une lueur de satisfaction passe dans son regard. Il sait que ce verdict ne concerne pas seulement Andrew, mais tous ceux qui ont été victimes de ce système biaisé. Langford tape son marteau, essayant de rétablir l'ordre. Silence. Ce tribunal est levé. Mais la salle est déjà en effervescence. Les journalistes se ruent vers la sortie, leur téléphone à l'oreille, dictant leur compte-rendu à chaud. Les quelques spectateurs se regardent, échangeant des murmures d'incrédulité. Pour la première fois depuis longtemps, un verdict juste a prévalu dans cette salle d'audience. Jamal se tourne vers Andrew et pose une main ferme sur son épaule. C'est fini, Andrew. Tu es libre. Andrew lève les yeux, un sourire tremblant illuminant son visage. Merci, Maître Walker. Merci pour tout. Jamal incline la tête, un sourire discret aux lèvres. Puis, sans un mot de plus, il rassemble ses affaires et se dirige vers la sortie. Une fois dehors, il prend une profonde inspiration. La nuit est tombée, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sent libre. Non pas parce que le combat est terminé, mais parce qu'il sait qu'il a fait bouger les choses. Ce n'était pas seulement un verdict. C'était le début d'un changement. Un message envoyé à toutes les Langford du système judiciaire. Leurs jours d'impunité sont comptés.